Êtes-vous animé par l'envie de devenir correspondant auprès d'une agence de presse, d'un journal, d'une station radio ou d'une chaîne de télévision? Désirez-vous devenir correspondant auprès d'une agence de télévision et désirez-vous travailler en tant que correspondant à l'étranger? Savez-vous ce qu'il vous faut avant de vous lancer dans ce métier? Savez-vous comment décrocher des collaborations avec des médias lorsqu'on est correspondant? C'est l'objet de cette formation organisée par le Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum. C'est un forum que nous avons lancé en 5 langues, en arabe, en espagnol, en portugais, en français et en anglais pour offrir aux journalistes du monde entier des ressources, des opportunités et des formations intéressantes comme celle-ci. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir pour cette formation Marine Odacher. Elle est journaliste correspondante basée au Brésil depuis 11 ans. Elle travaille principalement pour la radio Europe 1 et la Deutsche Welle et elle écrit également pour le quotidien La Croix. Elle a écrit 2 livres de reportage pour un éditeur français à partir bien sûr de son expérience sur le métier de correspondante au Brésil. Elle vit aujourd'hui à Sao Paulo, la capitale économique, et cette année, elle va donner à l'école de journalisme de Sciences Po un cours sur, vous le devinez bien sûr, le métier de correspondant. Elle est avec nous aujourd'hui pour partager avec vous d'abord son expérience de terrain et puis vous donner des conseils sur la pratique de ce métier. Nous rappelons à ceux parmi vous, à ceux ou celles parmi vous qui ne sont pas encore membres de notre forum, que vous pouvez le faire en allant sur Facebook et dans la barre de recherche, vous tapez simplement Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale et vous avez accès au forum où vous pouvez également y accéder via le lien que je mettrai tout de suite dans la boîte de discussion qui est en bas de vos écrans. Je rappelle à tous les participants que cette formation sera interactive. Ça voudra dire que vous avez la possibilité de poser des questions, de soumettre vos préoccupations. Et pour les confrères qui nous suivent via la page Facebook, vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo. Mais pour ceux d'entre vous qui nous suivez via l'application Zoom, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte de chat qui est en bas de vos écrans. Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Et la parole est à vous. Oui, bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très touchée de pouvoir partager avec vous mon expérience. Alors, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes à plein d'endroits dans le monde. On a en commun d'être francophone, journaliste et j'imagine passionné par notre métier, même si ce n'est pas toujours facile. Je vous propose de partager mon écran. J'ai fait une présentation de PowerPoint. Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est juste pour avoir une petite base voilà, pour échanger avec vous. Est-ce que je peux partager? Voilà. Tableau blanc, desktop, partager l'écran. Voilà. Est-ce que ça fonctionne aussi? Oui, c'est parfait, ça s'affiche, oui. Voilà. Alors, j'espère ne pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais je voudrais quand même commencer par rappeler que quand on est correspondant à l'étranger, non seulement on travaille à l'étranger, mais on vit à l'étranger. Et en fait, la séparation entre notre mission professionnelle et notre vie personnelle, notre vie est quand même très, très liée. Donc, je vais beaucoup parler de ces deux données, parce que je considère que pour être correspondant, il faut quand même non seulement avoir du travail, mais aussi être bien dans le pays qu'on a choisi. Voilà. Alors, je vais commencer par, donc aussi, vous m'avez très bien présenté, je vous remercie. Peut-être rappeler qu'on a plusieurs casquettes quand on est correspondant. Certains, alors je vais parler en mon nom, mais certains ont la chance ou ont construit un chemin qui leur permet de travailler exclusivement comme correspondant. Beaucoup d'entre nous font aussi de la traduction, donnent des cours de français ou ont des activités parallèles. Donc, il faut aussi rappeler que c'est un métier fragile, que c'est un métier qui souffre, voilà, on souffre beaucoup de précarité économique, donc on n'est pas tout le temps 100% correspondant. Moi, quand on me demande de me présenter, donc je dis que je suis journaliste, que je suis française, donc ça veut dire que l'ensemble de mes collaborations sont pour des médias français, certains francophones aussi. Je suis basée au Brésil depuis 2010.
Donc, il y a eu des moments où j'ai plus travaillé pour la télévision, mais aujourd'hui, je travaille vraiment plus pour la radio et la presse écrite. Donc, en 10 ans, on arrive aussi à voir quels sont les supports qui nous correspondent le mieux et c'est important. Je travaille pour une dizaine de médias, donc je ne peux pas dire que je travaille pour une personne. Donc, il faut arriver parfois à jongler et à se présenter de façon différente, ce qui est une richesse, mais il faut aussi parfois arriver à faire comprendre qu'on ne travaille pas que pour une personne. Je suis en train de terminer un master à l'Université de São Paulo sur la radio et les podcasts. Donc, ça prend beaucoup de temps. Je parlerai aussi un petit peu de la formation et de l'importance, si c'est important pour vous, de continuer à se former, que ce soit sur le métier, sur les techniques, sur tout ce que vous proposez, par exemple, dans le forum francophone qu'aussi. Mais voilà, cette importance aussi quand on est journaliste et à l'étranger, de pouvoir continuer à se former. J'ai 2 jeunes enfants, donc je pense à tous les parents aussi qui ont des enfants et qui ont dû travailler cette année dans ce contexte. Ça prend aussi du temps et quand on est correspondant, ça fait partie de notre vie puisque notre bureau est souvent à la maison. Je pense que je ne parle pas que pour moi. J'ai publié 2 livres. Alors, c'est important pour moi parce que c'est des livres que je ne pense pas que j'aurais pu écrire en étant en France, puisque le fait d'être loin de chez moi, d'être dans un autre pays, m'a permis d'écrire. Alors, j'en ai écrit un et coécrit un autre sur mon expérience au Brésil comme journaliste. Je produis aussi un podcast, donc ça, c'est quelque chose que je fais pour un support brésilien. Donc, parfois, on a aussi des travaux ou des missions qui sont commandées par les pays dans lesquels on est. Donc, ça sort un petit peu du cadre du métier de correspondant, mais en même temps, c'est parce qu'on est correspondant que notre regard intéresse, parce qu'on pense toujours entre 2 pays, entre 2 cultures, et ça, c'est assez rare. Dans le métier de journaliste, c'est vraiment la spécialité des correspondants. Je prépare des cours à Sciences Po pour ce début de semestre, mais le premier cours que je donne, c'est avec vous aussi. Donc, je suis très contente. Et je suis membre de plusieurs associations, syndicats et collectifs de journalistes. Et ça, c'est très important parce que quand on est correspondant, on est souvent isolé puisqu'on est parfois le seul de son pays à représenter son pays dans sa ville et vice-versa. Donc, parfois, on souffre un petit peu du syndrome de la personne entre 2 chaises. Et je trouve que ces collectifs sont très importants, quels qu'ils soient, pour arriver à construire quelque chose de collectif. Donc, j'en reparlerai aussi dans cette présentation. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des choses qui posent question. Alors, les situations des correspondants sont vraiment très différentes par nos âges, par nos parcours avant de nous installer comme correspondants, les pays évidemment qu'on a choisis. Je pense que la première chose qui nous rassemble, c'est quand même un métier de passion et on l'exerce à l'étranger pour cette passion du terrain, de l'analyse, du reportage. Et dans tous les moments difficiles ou tous les moments de doute ou les moments où on a peu de travail, parce que ça arrive aussi, c'est vraiment moi ce qui me raccroche non seulement à l'envie de continuer et à me dire qu'on est beaucoup dans ce cas-là. C'est un métier vraiment de passion, c'est pas un métier comme un autre. Voilà, c'est pas toujours ce qui remplit notre assiette, mais c'est important de le rappeler. C'est un métier avec une éthique à laquelle on se tient. C'est un métier qui est important. On est formateur d'opinion, surtout dans un moment de pandémie. Ce qu'on écrit est important. Les reportages qu'on choisit et qu'on propose sont très importants. Donc vraiment, cette passion, la garder comme ligne rouge. Ensuite, en tant que correspondant, on a en général choisi nos pays et nos terrains de reportage. Je vois par rapport à beaucoup d'étrangers dans les pays dans lesquels on vit, alors dans mon cas le Brésil, beaucoup de gens n'ont pas choisi d'être au Brésil. Ils ont été envoyés par leur entreprise, ils ont été... enfin voilà, nous on a le choix, on a eu ce choix et c'est quand même un luxe. Et je trouve que c'est quelque chose qui mérite quand même d'être rappelé et protégé, d'avoir pu choisir de s'établir et d'aller dans un pays ou dans un autre. Donc, évidemment, je vais sauter directement au troisième, enfin au quatrième point sur cette précarité, cette liberté, mais c'est vrai que ça va ensemble. On a choisi un pays qui, à certains moments, va beaucoup intéresser nos médias, à d'autres moments, un petit peu moins. Donc, il y a un vrai équilibrisme parce que c'est difficile, mais on a quand même choisi un pays dans lequel on ne nous a pas envoyé de force. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le rappeler. Ensuite, sur la construction des relations avec différents employeurs, c'est difficile. Il y a des moments aussi de distance, des moments d'incompréhension. Je trouve que cette pandémie nous a quand même permis de nous rapprocher dans la mesure où beaucoup de gens dans les rédactions ont commencé à travailler aussi chez eux et donc à comprendre un petit peu
ce sentiment que beaucoup de correspondants vivent, de se sentir loin, de parfois ne pas avoir de réponse à leurs propositions, etc. Donc, ce sont des relations qui sont multiples, parce qu'on ne travaille pas de la même façon avec une grande chaîne de télévision, avec une radio et une petite émission de radio qui a le temps de parler à chacun de ses correspondants. C'est de l'équilibrisme, mais on acquiert en fait une qualité, une compétence qui est d'arriver à jongler entre des formats et des employeurs très différents, qui est quand même une de nos forces en tant que correspondant. Alors, si je devais vous résumer ce que j'ai appris en 10 ans, 11 ans de correspondance, un jour, un confrère m'avait dit mais être correspondant, en fait, c'est regarder ce qu'il y a dans la presse locale et le traduire. Et je m'étais dit, certes, parfois, oui, ça y ressemble. On lit la presse locale, voilà, comme n'importe quel journaliste. Mais en fait, notre métier, ce n'est pas du tout ça. On n'est pas des traducteurs. Autrement, on n'aurait même pas besoin d'être sur place. Et ça m'avait énormément perturbée parce que je m'étais dit, mais à quel moment, en fait, on peut penser qu'il suffirait de traduire à une audience, à un public, ce qu'un média pensait pour un autre public. Enfin voilà, je me suis vraiment dit, en fait, on est des orfèvres parce que tout ce qu'on propose est évidemment inspiré de ce qu'on lit, mais surtout de ce qu'on vit. Donc la première règle du correspondant, on vit dans le pays, on l'observe, on le sent. Il y a des moments d'euphorie, il y a des moments d'élection, il y a des moments de division, mais on le sent dans notre quotidien. On va au restaurant, alors plus maintenant, mais on va dans les endroits, on sent la crise économique, on a des amis dans ces pays, on a une famille, voilà, on a le terrain. Donc, on n'est pas que des traducteurs de la presse locale. Et le fait d'être vraiment, et puis d'être dans une ville ou dans une autre, on ne couvre pas le pays de la même façon. Dans le cas du Brésil, selon qu'on habite à Brasilia, la capitale politique, à Rio ou à São Paulo, ou dans d'autres villes, évidemment, parce qu'on est tous basés dans les mêmes villes. Mais voilà, on sent le pays, on l'a dans notre corps, dans notre quotidien. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui nous étonne et c'est ce qui fait qu'un correspondant, voilà, on est en chair et en os. Alors ensuite, il faut proposer. Et là, c'est vraiment, encore une fois, de l'équilibrisme parce qu'il faut savoir exactement ce qui va surprendre et ce qui est différent. Par exemple, là, dans le moment de campagne de vaccination, qu'est-ce qui est différent au Brésil et qu'est-ce qui va intéresser les Français? Et pour ça, il faut savoir exactement où en est la campagne de vaccination en France, comment fonctionne l'adhésion ou le rejet au vaccin, quels sont les infox, les fake news qui circulent, comment se comporte le pays dans lequel vous allez apporter l'information pour comprendre ce qui, dans le pays à partir duquel vous parlez, dans lequel vous travaillez, va vraiment être différent. Donc, il faut connaître parfaitement l'actualité, le quotidien et les dynamiques du pays pour lequel vous travaillez, et puis aussi celui dans lequel vous êtes. C'est des évidences, mais c'est un conseil qu'on m'avait donné avant de quitter Paris. Et une journaliste m'avait dit, mais en fait, il faut que tu continues à suivre extrêmement bien l'actualité française. Moi, j'imaginais un petit peu que j'allais partir voilà, en claquant la porte. Et en fait, c'est très vrai. Et là, dans le moment de campagne de vaccination, c'est vraiment important. On ne peut pas annoncer le premier vaccin dans notre pays en oubliant que en fait, dans tel ou tel autre pays, c'est déjà le cas, que ce que vous pensez être nouveau, en fait, ça existe déjà dans le pays. Alors, je parle de la France, mais voilà, il faut vraiment toujours bien connaître ces deux moments, ce qui veut dire regarder un journal télévisé français à l'étranger ou d'un autre pays si vous travaillez dans un autre pays, lire la presse quotidienne des deux pays. Enfin voilà, c'est vraiment une double casquette. Cette double casquette, c'est aussi très important dans la façon dont on raconte. Donc, c'est mon troisième point des règles d'or. Il faut toujours partir du principe que les gens ne connaissent pas le pays dont on parle, pas ou pas du tout. Donc, tout doit être explicite et clair. Et pour ça, ça demande aussi ces deux casquettes. Il y a des mots qui, pour les Brésiliens ou les Français qui connaissent le Brésil, sont évidents. Eh bien, il faut toujours partir du principe que non. Donc, c'est un vrai effort de toujours choisir des mots. Par exemple, au Brésil, les habitants de Rio s'appellent des cariocas. Pour plein de gens, c'est évident, mais pour plein de gens, ce n'est pas évident. Donc, il faut toujours le rappeler, il faut toujours définir tous ces termes-là. Voilà, de toujours garder ces deux casquettes. La quatrième règle d'or du correspondant, elle n'est pas très joyeuse et pas toujours très bien vécue, mais elle est importante. Notre métier, c'est notre passion, mais c'est aussi ce qui nous permet de vivre. Et donc, il faut arriver à se faire payer
et à bien organiser notre routine, nos finances et notre administration. Et quand on travaille pour plusieurs employeurs, c'est parfois un vrai défi. Et c'est une tâche qu'on laisse parfois à la fin parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper, parce que c'est vraiment fastidieux. Et c'est très important parce qu'on peut continuer à faire ce métier et à observer, proposer, raconter parce qu'on a envie. Donc, c'est la raison pour laquelle je parlerai aussi des groupes et des collectifs. Dès qu'on a un problème ou une question ou quelque chose qui est lié à cette partie du métier, il ne faut pas baisser les bras et on trouve en général une solution. Qu'aussi, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais on fait aussi ce métier pour être heureux. Et il faut arriver à protéger aussi notre, on peut appeler ça santé mentale, notre bonheur, on appelle ça comme on veut, mais pour pouvoir continuer dans des pays où on est loin parfois de chez nous, de notre famille, où il y a quand même des sacrifices qui sont volontaires, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut arriver à construire quelque chose où, à la fin de la journée, on a quand même on est heureux. Donc, je pense qu'on a tous ça en commun, où qu'on soit dans le monde et quels que soient les pays dans lesquels on travaille. Mais il faut que ça nous intéresse. On ne peut pas faire tout ça si à la fin de la journée, en fait, c'est une corvée ou un travail comme un autre. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment qui doit être protégé. Et on en parle souvent entre nous aussi. On n'est pas que des journalistes, on est aussi des journalistes qui travaillent dans des terrains parfois dangereux, parfois compliqués, parfois oubliés. Il faut aussi penser à tous ces moments où les sujets sur lesquels on travaille n'intéressent pas et c'est dur. Donc voilà, il faut arriver quand même à garder cette petite flamme. Alors, il y a quand même des situations et des contextes qui sont différents selon les pays. Par exemple, selon qu'on travaille dans un pays qu'on connaît déjà, ça arrive par exemple que des journalistes aient travaillé dans leur rédaction en couvrant des zones, puis ils décident de s'y installer comme correspondants. Ce n'est pas du tout le même début de vie de correspondant que des gens qui débarquent et qui ne connaissent pas du tout le pays. Moi, c'était mon cas pour le Brésil. Je ne parlais pas portugais, je n'avais aucun contact. Et donc voilà, ce sentiment d'imposture dont on a parfois un petit peu de mal à parler. Quand vous arrivez dans un pays, parfois il y a des correspondants qui sont installés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui sont binationaux, qui sont vraiment implantés et qui sont spécialistes. Donc il faut aussi, quand on prépare son projet de correspondance, envisager ces deux options et comprendre où on se situe. Parce que, au même titre que l'envoyé spécial qui peut faire et qui fait un excellent travail en découvrant parfois le pays avec l'aide d'un fixeur, d'un producteur, on peut arriver dans un pays en n'ayant absolument aucune connaissance. Et ben, c'est pas grave, on commence, on s'y met, on se retrousse les manches, on apprend la langue, on demande, on s'inspire, on travaille. Et puis parfois, vous êtes ensuite la personne qui est là depuis 5 ans, depuis 10 ans, et c'est mon cas. Mais c'est vrai qu'on se sent au début parfois tout petit quand on arrive et qu'on ne connaît rien. C'est aussi la base de notre métier, c'est d'avoir un regard neuf, c'est de se poser les bonnes questions, de construire un carnet d'adresses petit à petit. Mais c'est une grande différence entre certains correspondants dans un même pays ou dans plusieurs pays. Voilà, parfois, on est le petit jeune qui vient d'arriver. Je me rappelle d'une consoeur qui était arrivée pour être JRI, donc caméraman, et qui n'avait pas de caméra. Et on en rit encore, parce qu'en fait, l'essentiel, ce n'était pas qu'elle ait une caméra, c'était la volonté qu'elle avait, mais chevillée au corps, de s'installer dans ce pays, le Brésil, qu'elle avait vraiment dans son cœur depuis la plus tendre enfance. Elle voulait s'installer au Brésil. Et ce n'est pas que poétique, c'est aussi, il y avait une volonté de travailler dans ce pays. Et la caméra, ça se loue, ça se perd, ça s'achète, ça se revend, c'est un détail. Mais il y avait vraiment quelque chose de viscéral chez elle, elle se reconnaîtra. Selon les pays dans lesquels on est, il y a aussi une difficulté ou pas de travailler, d'exercer son métier. La question de la liberté de la presse, donc c'est très important de se renseigner avant de partir. Parfois, certains pays ont l'air d'être les plus difficiles, et puis en se renseignant avec des confrères installés sur place, on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qu'on croit. Donc cette question, elle est vraiment importante à évaluer. Et puis ça peut changer. On peut arriver sous un régime X et se retrouver 4 ans après avec un autre régime sous lequel la liberté de travailler et d'aller dans certaines zones a complètement changé. Donc ça, parfois, on n'y est pas préparé. Et c'est la raison pour laquelle aussi continuer à se former à côté de nos reportages, de ce qu'on fait, c'est important. Et ça peut être très déstabilisant. Moi, je suis arrivée en 2010
au moment de l'élection de Dilma Rousseff, donc succession du président Lula, Parti des travailleurs. Et 11 ans après, on est dans un régime d'extrême droite de Jair Bolsonaro. Donc notre travail de journaliste, en fait, n'est pas du tout exercé de la même façon. Les menaces sur les réseaux sociaux, avec parfois des robots contre les journalistes et les formateurs d'opinion, ont complètement changé. Et on n'est absolument pas formé à ça. Donc il faut aussi penser et avoir en tête que notre façon de travailler et la liberté de la presse peuvent vraiment évoluer. Alors j'espère que ça s'améliore dans certains pays, mais en général, on est plutôt surpris vers du pire. Donc ça, voilà, selon les pays dans lesquels on est, ça définit aussi de façon très nette et très difficile les conditions dans lesquelles on peut travailler. Quand on décide aussi de choisir un pays, puisque c'est ce que j'ai dit au début, en général, ce sont des pays qu'on choisit, il faut aussi être sûr que c'est un pays dans lequel, selon qu'on soit un homme, une femme, selon notre couleur de peau, selon les langues que l'on parle, que ce soit un pays où on se sentira bien. Et ça, c'est très personnel, mais c'est ce qui permet aussi de durer. Alors, tout le monde ne part pas pour être correspondant pendant une décennie ou pour une vie entière, mais c'est vrai que c'est des questions importantes à se poser, notamment la langue. Est-ce que c'est un pays dans lequel vous arriveriez ou vous arriverez à maîtriser et à aimer parler la langue? Moi, j'avais travaillé en Inde, enfin, j'avais fait une partie de mes études en Inde avant de partir au Brésil, et je trouvais que la multiplicité des langues, parce qu'évidemment l'anglais n'est pas parlé partout, rendait très difficile en fait l'indépendance, le fait de pouvoir travailler toute seule dans n'importe quel état de l'Inde. Et ça m'avait beaucoup troublée. J'avais vraiment établi comme priorité dans le choix de mon pays d'avoir un pays dans lequel je pourrais parler la même langue et être comprise de tous. Alors évidemment, il n'y a pas que le portugais au Brésil, il y a des langues indigènes, il y en a plus de 300, mais qu'en tant que journaliste, femme, blanche et travaillant seule, puisque c'est souvent le cas en radio et presse écrite, que je puisse travailler sans la barrière de la langue. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais selon qu'on soit arabophone ou pas, selon qu'on soit une femme ou un homme, voilà, toutes ces questions-là, elles sont importantes parce qu'elles vont vraiment définir le type d'endroit auquel on a accès, le type de difficultés auxquelles on fera face. Et c'est vrai que c'est uniquement en parlant avec des confrères parce que parfois on ne connaît pas du tout le pays, voilà, de pouvoir faire un choix, en tout cas, encore une fois, dans un pays qui nous rendra heureux. Vous avez des questions, Kossi, qui viennent? Oui, il y a plusieurs questions. Je vous lis la première. Dans certains pays, il y a déjà beaucoup de correspondants français. Comment gérer la concurrence? Comment gérer la concurrence sans qu'elle devienne une rivalité? Ouais. Alors ça, c'est vrai qu'on n'est absolument pas formé à ça et les règles du jeu sont rarement posées. Moi, je trouve que plus on est nombreux dans un pays ou dans une ville, mieux c'est. Je dis de façon un petit peu facile, mais il vaut mieux être plusieurs sur... il vaut mieux être plusieurs sur quelque chose d'intéressant que tout seul. Si on est tout seul, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc moi, je trouve que plus on est nombreux et plus le pays intéresse et attire de journalistes, de chercheurs, de reportages, mieux c'est. Moi, je trouve que c'est bien de se présenter. Après, on n'est pas toujours bien reçu, mais au moins, voilà, de se présenter, ça peut être par mail, ça peut être en face à face selon les contextes, mais au moins de dire voilà qui je suis. Alors, c'est vrai que quand on sort d'une école ou qu'on sort tout juste de l'université, qu'on est tout jeune et qu'on ne connaît pas le pays, on ne se sent pas très légitime à se présenter auprès de gens qui sont là depuis longtemps, mais bon, ça fait partie du jeu. On peut être mal reçu, ça fait partie du jeu aussi, mais les choses bougent tellement vite. Il y a vraiment des chaises musicales assez rapides. Donc, quelqu'un peut être très content d'avoir besoin d'un numéro 2 ou d'un numéro 3 pour ses vacances ou parce qu'il a besoin de s'absenter. Et la petite jeune qui vient d'arriver, au final, peut devenir la professionnelle sur laquelle vous compterez pour pouvoir vous absenter. On a toujours besoin d'un plus petit que soi et je pense que c'est bien de se présenter de façon naturelle, professionnelle. On peut demander, est-ce que vous avez besoin d'un numéro 2 ou d'un numéro 3 ? On peut dire qu'on arrive avec une carte dans sa... On dit en français une carte dans sa manche ? Non, je ne sais plus. On peut dire, moi, je travaille pour tel média pour le moment. On a tous été journalistes freelance à un moment. Les choses évoluent tellement vite
Après, c'est bien de savoir qui travaille pour quel média. Après, certains pensent qu'ils travaillent pour un média, mais en fait, les médias vont faire jouer la concurrence en faisant travailler plusieurs personnes. Donc, se connaître et pouvoir se poser la question, mais tiens, tu travailles pour XY TV Magazine, mais moi, ils m'ont envoyé un mail, qu'en est-il? Voilà, la transparence et savoir qu'on est tous dans la même situation. Et les malentendus, ce n'est pas très agréable, dans un sens comme dans l'autre. Et en général, il vaut mieux demander au confrère qui est dans le même pays que vous, quitte à ce que ce soit un échange pas très agréable, parce que, voilà, encore une fois, la transparence et une attitude un peu voilà, de confrères et consoeurs, je pense que c'est mieux plutôt que de laisser des non-dits s'installer et les choses évoluent très vite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, il y a une autre un participant qui voudrait savoir comment se passe la relation avec les journalistes locaux dans le pays. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence ou plutôt une collaboration étroite entre vous? Alors, je peux vous répondre pour le Brésil parce que j'imagine que c'est très différent selon les pays. Quand vous couvrez une élection américaine ou une élection, en fait, on ne couvre pas la même chose, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, je pense qu'on fait des travaux qui sont des reportages qui sont complémentaires, mais c'est très rare. Par exemple, nous, on ne fait pas du news. Ça, c'est des images qui sont, enfin, du news. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être au pupitre du président, au plus près à tous les moments, comme peut-être quelqu'un qui travaille pour la télévision nationale. Nous, on a toujours un regard un peu plus éloigné parce que, par définition, on travaille pour une audience qui est plus lointaine. Est-ce qu'il y a une concurrence réelle? Non, parce que ce n'est pas les mêmes langues, ce n'est pas le même public, ce n'est pas le même… voilà. Après, elle peut être physique parce que si vous prenez la place de quelqu'un devant… voilà, pour la conférence de presse d'un grand joueur de foot ou de quelqu'un. Mais en général, par exemple, au Brésil, il y a plutôt une sympathie pour les journalistes étrangers. Moi, je ne suis pas un chantre de la concurrence. J'aime pas ça. Donc, j'ai toujours essayé de développer des relations enfin, voilà, où on peut à un moment s'aider. Donc, voilà, moi, je n'ai jamais eu de situation de conflit avec des journalistes brésiliens, en tout cas. Il y a une autre question. À propos de la liberté de la presse, que faire lorsqu'il y a écart entre les thèses et la réalité? Quand il y a un écart entre la réalité et les thèses. Je pense qu'il y a beaucoup de formations en ligne qui ont été possibles pendant le confinement, mais il y en avait avant sur la protection des données, sur la liberté de la presse, etc. Je pense que selon le type d'enquête qu'on fasse, moi par exemple, je ne fais pas beaucoup d'investigations, mais les journalistes d'investigation savent protéger leurs données, savent exactement… je pense que c'est une réflexion qu'il faut qu'on ait chacun à un moment de voir quelle partie de notre vie personnelle on expose sur les réseaux sociaux, comment nos articles sont… publiés et comment ils apparaissent malgré nous, parce que c'est une question quand on critique le pouvoir. Donc je pense qu'avant de se demander comment la liberté de la presse est menacée, c'est de voir où on se situe là-dedans. Est-ce que ça nous empêche de travailler? Est-ce qu'il faut un pseudo? Est-ce qu'il faut protéger nos sources? Est-ce qu'il faut protéger notre famille? Et tout ça, c'est des choses auxquelles on peut se former. On peut, voilà, par exemple, sur la radio, par exemple, je sais que nos reportages apparaissent assez peu parce qu'ils sont au milieu d'une émission, parce que c'est très mal référencé en fait sur un grand moteur de recherche mondial que nous connaissons tous. Et à certains moments, je me disais, bon, c'est dommage, mon travail n'apparaît pas. Et en fait, je suis très contente, parce que vis-à-vis du pouvoir en place, etc., je peux faire mon travail qui, pour moi, a une importance auprès de mon public francophone, sans nécessairement devoir… Donc voilà, ma liberté, par exemple, elle est protégée parce que ce que j'écris ou ce que je raconte n'est pas nécessairement… alors, c'est accessible, mais il faut savoir où trouver. Donc ça, par exemple, ce grand écart et cette distance me protège. Après, il y a plein d'organismes, pas qu'internationaux d'ailleurs, dans chaque pays, sur la liberté de la presse. Et je pense que ça, c'est vraiment l'un des avantages du forum aussi, de pouvoir échanger là-dessus. Mais c'est une question… je pense qu'il ne faut pas le laisser pour le dernier moment où on a le plus besoin. Il faut s'arrêter un petit peu avant et y réfléchir. On a une question qui nous vient encore d'une participante. Comment financez-vous vos reportages? Autrement dit, les rédactions prennent-elles en charge les frais d'hôtel, les déplacements, ou êtes-vous obligé de multiplier les employeurs pour un seul sujet? Alors, j'ai fait une partie sur la santé financière.
Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe directement à cette question parce qu'elle elle est importante. Ça vous va? D'accord. Oui. Alors, sur ce qui nous rend plus fort, j'en ai parlé vraiment là plusieurs fois, donc la force du réseau et du collectif, quelle qu'elle soit. Le salaire, le délai de paie et savoir demander quelles sont les conditions avant d'accepter un travail. Donc, ça rejoint un petit peu la question de notre internaute. L'argent n'est pas un tabou, c'est ce qui permet, c'est ce qui viabilise notre travail. Donc, évidemment, avant d'accepter une mission, savoir sous quelle forme on sera payé, quels sont les frais et surtout, est-ce qu'on peut dire oui ou non. Donc ça, c'est une vraie question. Si on est payé 100 euros, par exemple, je vais prendre l'euro comme monnaie de référence, si ça nous coûte 40 de frais de reportage pour 3 jours et que, enfin voilà, il y a des calculs assez simples à faire et parfois on ne peut pas, parce qu'il y a de l'éloignement, parce qu'il y a du transport. Et ça définit quand même beaucoup la façon dont on peut travailler. Donc sur la santé financière, donc c'est vraiment un point important. Vous voyez, c'est presque le slide le plus fourni. C'est très important parce que c'est aussi ce qui permet de protéger notre façon de travailler. On ne peut pas tout le temps se mettre en danger, c'est-à-dire ne pas avoir soit suffisamment travaillé pour préparer le terrain, soit avoir voilà, une précarité telle qu'en fait on est sans outils, par exemple téléphone portable, sans argent en réserve. Enfin, tout ça est très important et il vaut mieux dire non que se retrouver dans une situation en danger. Ça peut être sans carte bleue, ça peut être sans espèces, ça peut être… enfin voilà, tout ça en fait fait partie aussi du sérieux de ce qu'on attend de vous. Moi, ça m'est arrivé qu'on me demande d'aller dans un pays dans lequel je connaissais rien au dernier moment pour couvrir la mort d'un grand chef d'État et j'avais pas de quoi y aller, j'avais pas d'argent sur mon compte pour financer aussi, parce qu'évidemment il faut parfois un petit peu avancer les frais et je me suis dit non, je peux pas prendre un avion, risquer de me retrouver avec une carte bleue bloquée à 9 heures d'avion du pays dans lequel je travaille. Donc j'ai dit non. D'ailleurs, j'ai jamais dit pourquoi, mais parfois il faut voilà, voir aussi que cette question de santé financière, elle nous guide. Alors, peut-être pour répondre en premier à notre internaute. Alors, je réponds un petit peu en décalé. Quand vous travaillez pour plusieurs médias, on pense souvent que vous arrivez à revendre le même reportage à tout le monde sous des formes différentes, etc. C'est possible, ça arrive, mais très honnêtement, les angles sont tellement variés et souvent les publics, etc. C'est rarement… voilà. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire parce que parfois nos rédacteurs en chef pensent qu'en fait, eux, c'est l'un des employeurs et que vous allez arriver à le revendre, comme on dit, à d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter à dire, en fait, moi, je ne peux pas voyager 8 heures pour un papier de 1500 signes que vous allez payer 60 euros. Enfin, voilà, il faut aussi le dire. Quand on revend à d'autres supports, évidemment, bien changer la forme, bien changer les interlocuteurs, interviewer 2 personnes en plus pour ne pas mettre les mêmes, etc. Parce que sur Internet, parfois, tout se retrouve et puis parfois, quelque chose… voilà, un petit média est mieux référencé qu'un grand média dans lequel votre travail va apparaître au milieu d'une émission et donc ne sortira pas. Donc, il faut aussi faire attention. Bon, la transparence, comme on disait. Selon les situations, pour répondre à notre internaute, c'est pas qu'on ne veut pas avancer les frais, c'est qu'on ne peut pas. Donc, en fait, le problème est assez vite résolu. S'il y a des frais à avancer, c'est négocié au départ et c'est un virement en amont du reportage. Voilà. Je ne peux pas vous dire si c'est la situation idéale ou pas. Ça dépend beaucoup des médias pour lesquels on travaille. Moi, en 2020-2021, je suis dans une économie avec les médias avec lesquels je travaille où je n'ai pas de frais. Donc, c'est assez simple, c'est zéro. Donc, voilà, ça peut évoluer, ça a déjà été différent, mais au moins, ça veut dire transport public, plutôt dans la même ville et le moins de frais possible. Donc, certains reportages ne sont pas possibles. Donc, voilà, c'est une donnée, voilà, selon les médias, ça évolue, etc. Mais quand vous savez qu'en fait, il y a zéro frais, vous vous débrouillez, voilà, on organise la production des reportages d'une certaine façon. Alors, juste pour reprendre un petit peu les… Il y a d'autres questions aussi ou pas? Non, je pense qu'il vaut mieux continuer après répondre des questions. D'accord. Je tiens encore 10 Sinon, il y a minutes. tellement de questions. Bah, c'est bon signe.
Alors, le projet de départ, quand on décide d'être correspondant, donc toujours sur cet aspect de la santé financière, ça dépend vraiment beaucoup. Est-ce qu'on pense à un grand événement où on se dit, par exemple, je vais arriver 6 mois, 9 mois, 1 an avant des Jeux Olympiques, avant des élections, ou est-ce qu'on projette de rester plusieurs années? Et c'est vrai que parfois, ça peut être un mauvais calcul de dire qu'on s'installe quelques mois avant, parce qu'évidemment, beaucoup de rédactions envoient des journalistes du siège, comme on les appelle, pour les grands événements. Donc, on se retrouve à faire des sujets un petit peu, alors c'est pas périphérique, mais c'est les autres sujets qui sont aussi très importants. Mais voilà, je pense que c'est deux dynamiques assez différentes. Est-ce qu'on se dit, je reste plusieurs années? Il y aura, entre autres, des grands événements. Mais voilà, par exemple, une année d'élection américaine, c'est évident que les pages monde et internationales, étrangers, quelles que soient les appellations, vont être quand même très américano-centrées. Donc, pour les correspondants, ça veut dire quelques mois où on a moins d'espace. Et ça arrive très souvent, en fait. Il n'y a pas que les événements des élections américaines. J'ai l'exemple de Fukushima. Bon, voilà, pendant plusieurs semaines, on ne parle que de ça. Donc, si vous êtes dans un pays qui n'est pas, où il n'y a pas forcément de répercussions, donc ça arrive très souvent, en fait. Il ne faut pas forcément penser à s'installer dans un pays juste parce qu'il y a un grand événement. Toujours sur le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est assez facile sur les forums des réseaux sociaux de se renseigner sur les coûts de la vie. Donc, parfois, un pays peut avoir l'air moins cher parce que vous vous direz, je suis payé dans telle monnaie et puis la monnaie locale fait que le taux de change me sera favorable. Mais il faut quand même se renseigner sur les coûts cachés, assurance santé, école si vous avez des enfants, les horaires de l'école. Il y a des pays dans lesquels l'école est à mi-temps. Si un jour vous vous retrouvez correspondant avec des enfants, vous vous rendez compte qu'en fait, la moitié de la journée, vos enfants n'ont pas école. Donc, comment travailler et les faire garder et s'organiser? C'est une vraie question. Et ça a un coût. Les coûts des télécommunications, Internet, téléphone, ça, vous ne pouvez pas le découvrir en arrivant sur place. Par exemple, au Brésil, les communications sont assez chères. Donc, par rapport à des critères français où ça va coûter, par exemple, 20 ou 30 euros par mois d'avoir une connexion Internet et un téléphone. Au Brésil, c'est pas 2 ou 3 fois plus cher. Donc, il faut savoir aussi s'organiser en fonction de ça. Le matériel. Donc, moi, je pense que ce n'est pas l'essentiel, à part un ordinateur. On peut toujours investir dans du matériel seconde main. On peut en acheter sur place. On peut, voilà. Mais ça fait quand même partie des coûts qu'il faut envisager. La radio, par exemple, c'est extrêmement léger. Mais bon, il y a quand même l'ordinateur, le disque dur. Il y a toute une infrastructure que beaucoup découvrent aujourd'hui avec le travail à la maison. Mais voilà, en général, un correspondant a tout son matériel chez lui, à ses frais et dont il doit prendre soin. Donc voilà, c'est aussi notre réalité. Apprendre une langue. Alors, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'un média pour lequel je travaillais et pour lequel j'aime beaucoup travailler avait une prime de langue sur nos fiches de paye. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de voir que ce média reconnaît le fait qu'avoir appris une langue, ça a une valeur. Alors, je ne dis pas un coût, parce que ça a évidemment un coût d'apprendre une langue étrangère, mais ça a une valeur. C'est-à-dire qu'un correspondant, c'est aussi quelqu'un qui connaît la langue du pays dans lequel il travaille. Et à plein de moments, évidemment, le portugais, l'espagnol, par exemple, on peut se dire que ça ressemble au français ou l'italien, mais ça ne suffit pas de comprendre et de reconnaître les mots pour travailler. Donc voilà, apprendre une ou plusieurs langues selon le pays, ça a une vraie valeur, ça prend du temps, ça peut avoir un coût selon que vous preniez des cours ou pas. Évidemment, c'est très important. Ensuite, sur les risques financiers, on prête qu'aux riches. Donc, si vous avez de quoi avancer des frais de reportage, beaucoup ont aussi des boîtes de production. Donc là, c'est une autre économie que le correspondant pigiste, ce qui est mon cas. Moi, je suis toujours pour la transparence avec le rédacteur en chef, d'arriver à dire en fait à quel moment on se met en danger, à quel moment on avance l'argent, quels sont les délais de remboursement. Parfois, on ne le sait pas. Donc, on peut se mettre dans des situations compliquées. 200 €, ça peut paraître peu pour le comptable d'un journal et pour vous, ça peut être vraiment important. Donc, encore une fois, ne pas hésiter à dire non. Non, ce n'est pas possible. D'être payé, par exemple, 6 semaines plus tard et d'avancer ses frais, voilà, on peut dire non.
et vraiment se renseigner auprès du comptable, auprès du rédac-chef, parce que c'est des informations qu'eux, parfois, n'ont pas. Mais voilà, ça vaut le coup de se renseigner. Alors, la santé à l'étranger, c'est un petit peu lié au point précédent sur la santé financière, quand les systèmes de santé sont différents. Vous avez des questions aussi? Oui, des questions. Il y a un participant qui voudrait savoir comment se fait connaître par les médias pour décrocher un contrat de correspondant. C'est une très bonne question. Je pense que la première qualité du correspondant, c'est sa fiabilité, le fait d'être sur place. Parce que c'est vrai que si on cherche à avoir une garantie avant même d'être dans le pays, évidemment, on vous dira bah, appelez-nous sur place. Donc la première, c'est d'être sur place, d'être fiable, c'est-à-dire respecter les délais, respecter, voilà, rendre les formats demandés, etc. Et le travail régulier et sérieux finit par payer. Vous pouvez avoir l'impression que personne vous lit, que ce que vous faites n'est pas forcément reçu ou lu, mais en fait, les autres correspondants voient ce que vous produisez, donc éventuellement leur envoyer. Et on finit par vous confier soit une correspondance numéro 2, c'est-à-dire de remplacer un correspondant principal ou qui est là depuis plus longtemps que vous. Mais c'est vraiment ça, le sérieux, la régularité. Et puis, comme il y a beaucoup de… Quel est le terme pour turnover en français? Rotativité entre les correspondants. Voilà, quand l'un part, il peut vous confier les correspondances que vous ne connaissiez même pas, mais que lui aimerait pouvoir transmettre à quelqu'un. Donc voilà, il y a un vrai jeu de chaise musicale. Et il n'y a aucune garantie, parce que vous pouvez travailler pour un grand média qui, tout d'un coup, va arrêter l'émission pour laquelle vous travaillez beaucoup, et donc ça s'arrête. Donc il faut perpétuellement avoir 2, 3, 4, 5 publications radio, télévision, selon vos compétences, parce que c'est très mouvant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Était-il difficile pour vous de commencer à travailler dans un pays sans parler la langue? Et est-ce que les fixeurs représentent-ils parfois un frein financier pour les rédactions? Alors moi, j'ai beaucoup travaillé comme fixeuse pendant les 3 ou 4 premières années où j'étais à Rio, parce qu'il y avait beaucoup de demandes et je ne parlais pas un portugais impeccable, mais j'étais quand même encore très proche de la France dans ma façon de fonctionner et complètement fascinée par le pays que je découvrais. Donc, j'arrivais vraiment à articuler les nécessités d'une télévision et la réalité de la personne qu'on allait suivre ou qu'on allait interroger. Mon cas personnel, j'ai eu une telle fascination et une telle identification quand je suis arrivée dans le pays que j'ai eu un petit peu la chance du débutant. C'est-à-dire que j'étais passionnée, tout m'intéressait, que ce soit la partie politique. Comme je travaillais à Rio, il y avait aussi beaucoup de reportages dans les favelas. Donc j'avais aussi un vrai intérêt pour ce terrain-là, pour les questions urbaines, pour les questions de sécurité, pour toutes les politiques qui étaient en train d'être mises en place dans ces quartiers-là. Et c'est ce qui intéressait beaucoup les médias français à l'époque. Donc vraiment, j'ai eu un vrai goût pour ce terrain et les populations qui y vivaient et leurs difficultés au quotidien. Et surtout, c'était extrêmement différent du pays dans lequel j'avais été élevée et de la classe sociale dans laquelle j'ai été élevée. Donc peut-être que ça a été difficile, mais je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais vraiment dans un moment de passion et de vrai amour pour le pays, pour voilà, ce contexte. Il y a cette question qui revient sans cesse, comment rentrer en contact avec un média pour être correspondant. Est-ce qu'il faut leur envoyer un mail et leur dire je suis basé dans tel pays et puis j'aimerais collaborer avec vous, ou est-ce qu'il faut peut-être voir s'ils ont lancé un appel, ils sont à la recherche de nouveaux profils, ou est-ce qu'il faut peut-être leur écrire, leur suivre sur leurs différents réseaux sociaux? Comment ça se fait en fait? Alors, ce qui est difficile, c'est que quand un média n'a pas de correspondant, on a tendance à penser qu'ils n'en ont pas besoin. Parfois, c'est le cas, mais parfois, en fait, il manque juste un correspondant, enfin voilà, le bon rédacteur en chef, le bon correspondant au bon moment, et puis tout d'un coup, votre pays, en fait, va intéresser. Donc moi, je pense que c'est très important de se présenter, de savoir si on parle évidemment à la bonne personne,
d'attendre quelques jours et en cas d'absence de réponse, de demander si on peut parler à la personne par téléphone. Parfois, la personne n'a pas besoin de reportage, mais elle peut, le simple fait de vous avoir parlé et de savoir que vous êtes dans le pays, se souvenir de vous 6 mois plus tard, si malheureusement, voilà, il y a quelque chose de très, très grave qui se passe dans votre pays. Donc, je pense que voilà, il faut pas se vexer si on n'a pas de réponse, mais c'est toujours bien de se présenter, de demander quels sont les besoins, est-ce qu'il y en a, d'envisager s'il n'y en a pas, demander pourquoi, est-ce que par exemple, et puis de voir, ça sur Internet, c'est assez facile à voir, si vous avez les codes des journaux ou que vous arrivez à voir dans les archives, qu'est-ce qui a été écrit ou dit sur votre pays au cours des dernières années. Donc ça, c'est important. Parfois, ça peut être aussi un correspondant qui a travaillé mais qui est revenu, donc il n'y en a plus, et puis il a indiqué personne avant de partir. Donc voilà, la correspondance est restée un petit peu en silence. Donc oui, oui, bien sûr, un mail, en se disant qu'on a peut-être 50% de chances de jamais avoir de réponse, mais si on ne tente pas, on n'en aura pas non plus. Donc bien sûr, oui. Encore une autre question. Comment convenir des sujets à traiter? Est-ce que c'est toujours le correspondant qui choisit les sujets ou bien c'est le média dont il est correspondant? Êtes-vous parfois, et la dernière question, êtes-vous parfois en pénurie de sujets? Alors, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, y compris les journalistes étrangers, enfin, dans mon cas, les Brésiliens. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est ce qui fascine le plus, à savoir est-ce qu'on invente et est-ce qu'on crée des sujets de toutes pièces, enfin des vrais sujets, mais est-ce que voilà, on arrive à ça, ou bien est-ce qu'on répond aux commandes? En général, les commandes, elles sont basées sur les dépêches d'agences de presse. Donc, par exemple, dans le cas de radio qui nous demande des papiers très courts, c'est très bien parce qu'en fait, c'est vraiment un travail de réécriture pour que ce soit pour passer du texte à l'écriture radiophonique et qu'on l'incarne avec notre voix et avec parfois voilà, des exemples en plus, etc. Ce qu'écrit le correspondant du Monde a en général, et je salue le nôtre, une portée dans les rédactions et principalement les services étrangers qui est très grande. Donc parfois vous proposez un sujet et puis on vous répond à peine, et puis 2 mois après, le correspondant du Monde fait un excellent papier sur ce même thème, et donc ça devient important. Mais ça, c'est l'économie, enfin voilà, c'est la logique d'un grand journal selon votre pays qui fait qu'une fois que c'est sorti dans le journal, ça existe, voilà. Mais ça, c'est important. En général, c'est plutôt moi qui propose, mais c'est quand même nourri de toute la revue de presse que je lis tous les jours, de tout ce que enfin voilà, je n'invente pas un sujet de nulle part. Par exemple, je travaille beaucoup pour la Deutsche Welle. Alors peut-être que vous le savez, mais moi je l'ai découvert, qui est donc basé en Allemagne, mais l'antenne francophone est écoutée par les francophones basés en Afrique. Donc, ce qui les intéresse, vous avez disparu que si vous êtes là? Oui, vous êtes là. Vous m'entendez? Parfaitement bien. Ok. Donc, la Deutsche Welle, par exemple, leurs auditeurs, l'antenne francophone de la Deutsche Welle est écoutée par les Africains francophones. Donc, ce qui les intéresse au Brésil et l'angle que je suis et traite depuis des années, c'est sur la question de la culture noire au Brésil et de l'afro-identité. Donc, vous voyez, ça fait un triangle quand même où on passe par l'Allemagne, le francophone, l'Afrique, et du coup, au Brésil, le type d'actualité et le prisme que je suis de très près est celui-là. Donc là, je dis ça m'oblige, mais c'est pas une contrainte, mais ça me demande de me focaliser sur toutes les questions liées à l'identité noire au Brésil. Et au Brésil, les afrodescendants représentent plus de 50% de la population, donc c'est vraiment très très important. Mais c'est des sujets que je dois moi complètement. Il n'y a pas de médias, par exemple, spécialisés dans l'actualité des afrodescendants au Brésil. Il y a quelques revues spécialisées, mais ça demande d'avoir toujours un regard en se disant, OK, comment la question raciale peut être racontée à l'étranger sur toutes les questions. Donc, ça peut être l'accès à l'éducation, ça peut être la beauté et la transition capillaire, enfin voilà, comment on dit, la fierté noire. Il y a plein de sujets, l'économie, enfin voilà, mais toujours avec ce prisme. Et là, clairement, c'est pas des sujets que je peux copier de la presse brésilienne. Donc, c'est des choses que je dois construire. Et c'est ça que je trouve intéressant, en fait.
c'est d'avoir un… quel dernier sujet j'ai fait pour eux? C'était sur la façon dont les Afro-Brésiliens réalisaient les tests ADN au Brésil et en pleine pandémie, comment ils pouvaient recevoir ce test et qu'est-ce qu'ils en faisaient. Et j'ai découvert une agence de voyage qui, donc, ne pouvant plus faire de voyage, leur proposait une formule avec un dîner livré chez eux, du pays duquel l'ADN voilà, se rapprochait le plus. Enfin, voilà. Ça, c'est des choses que je n'ai pas lues dans un média, que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Enfin, si, il y avait quand même un portrait de la directrice de l'agence dans un journal. Mais voilà, c'est des choses, on se dit, tiens, ça, c'est vraiment pour le public de la Deutsche Welle, c'est hyper spécialisé. Mais voilà, c'est une idée que je n'ai pas vue dans d'autres journaux français pour l'instant. Après, on n'invente rien, mais c'est… voilà. Est-ce que je réponds à la question? Je pense que là, il faut continuer puisque terminer la fiche et puis on enchaîne avec la question. Les questions Ok. plutôt. Bon, alors juste sur la santé à l'étranger, on a tendance, quand on est journaliste, à pas forcément… Enfin voilà, on prend soin des autres et on raconte ce que les autres vivent et on oublie parfois de s'intéresser à notre propre santé et sécurité. Là, on le voit quand même en temps de pandémie que c'est important, notamment si on tombe malade et si on a besoin d'être rapatrié ou de… Voilà. Donc ça, c'est important aussi de comprendre le système de santé dans lequel on va évoluer et travailler, selon la distance avec le pays duquel on vient. Donc ça, vraiment, c'est des questions importantes et à ne pas laisser du tout de côté quand on part un petit peu… Enfin, comme je l'ai moi-même fait d'ailleurs assez jeune, hein, à 22-23 ans, je suis partie vraiment d'une façon… Enfin, voilà, animée par la passion du métier, etc. Et c'est vrai que c'est des questions importantes qui nous rattrapent. On n'est jamais à l'abri d'un accident sur le terrain, on n'est jamais à l'abri voilà, d'un problème. Et c'est vrai que les relations de journalistes freelance avec les employeurs font qu'en général, voilà, il faut avoir pu se renseigner avant parce que ce ne sera pas forcément un accident du travail selon les lois sous lesquelles vous travaillez. La santé mentale, c'est parfois un petit peu difficile d'en parler. Mais c'est vrai, quand on est correspondant à l'étranger, il faudrait aussi arriver à bien vivre cette absence de réponse à des propositions dont je vous parlais, cette précarité financière, cet équilibrisme, ces moments très intenses, par exemple quand vous couvrez un grand événement, que ce soit des élections, une Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, vous avez l'impression de vivre au centre du monde, tout se passe, il y a plein de journalistes, vous pouvez passer je sais pas, 18 heures sur le pont à envoyer 5 sujets pour une radio, pour une télévision, plus un papier, etc. Et du jour au lendemain, plus rien. Ben, c'est pas facile en fait, parce que vous avez un changement de rythme qui est tellement brutal que voilà, il faut… c'est pour ça que je disais au début de bien cultiver son bonheur, parce que c'est pas facile aussi de passer de moments de grosses charges de travail et où vous êtes… que ce soit avec votre visage à la télévision ou votre voix par la radio ou votre plume dans un journal, mais voilà, vous pouvez être très sollicité et puis tout d'un coup, vous disparaissez complètement des radars, alors que vous continuez à exister, vous continuez à être correspondant, votre pays continue à exister, mais voilà, la fenêtre s'est complètement fermée. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs moments, en fait, parce que j'ai vécu, couvert et aimé travailler sur plusieurs grands événements. Et c'est vrai qu'on passe du tout au tout. Un surlendemain de Coupe du Monde, ça peut être assez déprimant. Donc voilà, pensez aussi à préserver notre santé mentale, je pense que c'est important. Je vous laisse mon adresse mail et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Parce que voilà, je trouve que partager notre expérience, c'est important. Je n'ai pas les réponses à tout, mais en tout cas, voilà, je serais ravie de continuer à échanger avec vous aussi et avec nos internautes. Il y a plusieurs questions. Il y a une autre question. Un participant qui voudrait savoir quelle stratégie mettre en place pour devenir le correspondant d'un média étranger dans son propre pays. La stratégie à mettre en place. Est-ce que vous avez un exemple des 2 pays auxquels la personne fait référence? Ou peut-être la RDC. D'accord, donc quelqu'un qui est basé en RDC et qui voudrait travailler pour un média, c'est-à-dire que Français, lui en par restant exemple. dans son pays. D'accord. Alors, toujours se rapprocher des correspondants étrangers existants, que ce soit RFI, que ce soit… enfin voilà, de voir quel est un France petit peu… 24. Voilà, de voir quel est l'écosystème existant. Parfois, c'est des gens qui ont besoin de travailler en équipe.
Donc, c'est bien aussi, par exemple, de travailler comme producteur pour France 24 et épauler le correspondant, comprendre quelles sont les méthodes de travail. Parce que parfois, on a déjà travaillé pour le média du siège, donc on connaît exactement le chemin d'un reportage dans la rédaction, comment il est construit, comment il est commandé. Quand on est plus extérieur, c'est intéressant si on peut commencer par travailler avec le correspondant. Donc, ça peut être soit comme fixeur, comme producteur, comme traducteur, comme enquêteur. Enfin, il y a plein d'autres rôles qui composent le quotidien du correspondant. Et les associations de correspondants, ce n'est pas forcément le jeu des chaises musicales qui pourra vous accorder une place ou vous trouver une place, mais au moins vous comprendrez qui est là, qui fait quoi. Enfin, voilà, de bien connaître ces réseaux-là qui sont importants. Bonjour Marie, belle conférence. Je veux savoir Merci. si vous avez déjà vu votre reportage modifié par rédaction pour lui donner un ton à leur goût. Oui, ça arrive. Dans mon cas, ça n'a jamais été très grave. Parfois, on le découvre après à la publication, donc ce n'est pas forcément agréable. Moi, je prends le parti de toujours quand même demander une explication, parce que parfois, ça peut avoir été fait en toute bonne foi. Parfois, ça me permet de mesurer aussi le degré de respect pour mon travail. Si on rajoute une faute, moi, je considère qu'ayant signé le papier, on va m'imputer cette faute et c'est vraiment… voilà. Donc oui, ça m'est déjà arrivé, soit parfois pour ajouter une traduction, mais la traduction n'était pas juste, donc c'est un petit peu gênant pour moi, ou bien… voilà, malheureusement, ça arrive. Je ne dirais pas que ça ait pu tronquer ou vraiment changer le sens de ce que j'avais écrit. Mais en général, je demande des explications et pas du tout sur l'émotion en disant « Ah, c'est dommage, j'avais beaucoup travaillé ». Non, pouvez-vous m'expliquer j'ai noté tel changement, etc. Enfin, parce que ça peut être aussi parfois une erreur de ma part. Donc, toujours demander pourquoi et qui l'a fait, parce que parfois, ça peut être la personne qui reçoit le papier, mais parfois, c'est un éditeur… un secrétaire de rédaction qui va relire en dernière mouture. Et voilà. Donc, et puis, ça permet aussi de comprendre comment sont faites les corrections. Y a-t-il des barèmes pour les tarifs de reportage? Alors, il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Paytapige, payeetapige.com, il me semble. Parce que c'est vrai que c'était une information un petit peu difficile à trouver. Et donc, tous les correspondants ou les freelances en France, parce qu'il y a aussi des freelances qui travaillent dans les pays dans lesquels sont basés les médias, ont chacun envoyé les tarifs. Donc, à force, sur ce site, on peut avoir une bonne… voilà, merci, c'est paye avec un Y, pardon. Voilà, comme ça vous donne un petit peu une idée des tarifs. Après, ce qui est difficile à évaluer, c'est combien de temps vous prend chaque reportage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à voir avec le rédac chef. Un papier d'une minute bien ou mal payé, ça ne veut pas dire grand-chose selon le temps que vous y passez, selon que ce soit en direct ou pas. Voilà, globalement, rien n'est très bien payé. C'est pas, si vous voulez être riche, c'est pas le bon métier, c'est pas vous n'êtes pas dans la bonne conférence. Mais voilà, en tout cas, paytapige.com, ça permet quand même d'avoir une notion. Mais par exemple, vous ne saurez pas s'ils remboursent des frais, vous ne saurez pas est-ce que vous allez avoir 5 allers-retours de correction de votre sujet ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne base pour savoir où vous vous situez. Il y a une question qui a été posée, qui vient d'être posée plus tard sur Facebook. Je la lis rapidement. Oui. Généralement, les correspondants étrangers travaillant dans un pays font réseau ensemble. La question est pourquoi? J'explique ma question. Les coutumes de voir qui s'organisent, se lient et se connaissent presque tous. Est-ce que cela fait partie de la stratégie de survie? Quelle est l'importance de cette stratégie? Alors, je devine que derrière cette question, il y a une critique que j'entends et que je comprends, qui est de dire que les correspondants vivent un petit peu entre eux dans le pays dans lequel ils sont, un peu comme dans une bulle. C'est un peu le sens aussi de cette question, j'imagine. Oui, je pense. Ouais, je pense que c'est vrai.
parce qu'il y a aussi une composante comme n'importe quelle diaspora où les gens aiment se retrouver entre eux, avoir des réflexes et des références communes. Dans quelle mesure ça influence notre travail et dans quelle mesure on passe à côté d'une réalité que les journalistes locaux aimeraient pouvoir transmettre à l'étranger, c'est sûr qu'on perd sûrement une grande partie de la réalité. Et c'est très dommage. Après, je pense qu'en étant dans un pays, en restant plusieurs années dans un pays, on a les défauts de nos qualités. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être vraiment habitué, etc. Sauf que plus on s'habitue, moins on s'étonne. Donc, voilà, moi, je suis mariée, par exemple, à un Brésilien. Donc, il y a plein de choses que j'ai complètement acquises et qui font complètement partie de mon quotidien, de ma pratique professionnelle, etc. Mais en même temps, je me suis habituée. Depuis 11 ans, 12 ans, il y a des choses qui peuvent ne plus m'étonner. Et ça rejoint un peu votre question sur l'entre-soi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans quelle mesure on reste extérieur et dans quelle mesure notre capacité à nous étonner reste vive et active. Donc ça, c'est une vraie question et je pense qu'on n'a pas la solution. Et c'est très important de continuer à se la poser. Et l'entre-soi n'est jamais bon, quel que soit le métier ou le secteur. Mais c'est très important, cette question. Vous avez des conseils pour les jeunes étudiants, pour les confrères qui veulent partir à l'étranger et s'établir comme correspondants? Alors, peut-être pour reprendre un petit peu ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire bien faire la liste des prérequis pour chacun. C'est-à-dire selon les langues que vous parlez, selon les pays desquels vous venez, dans quel pays vous vous sentiriez heureux de raconter ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment la première question. Il ne faut pas être correspondant pour être correspondant. Il ne faut pas juste se dire j'ai envie d'être ailleurs ou juste. Il faut quand même sentir un certain appel, quelque chose d'important pour raconter ce qui se passe. C'est aussi un moyen de commencer sa carrière, disons-le, en multipliant les employeurs, les supports, etc., en faisant du terrain, ce qu'on peut parfois ne pas avoir l'occasion de faire quand on commence dans une rédaction à Paris. Le premier conseil, ce serait de voir si vous êtes dans une rédaction ou si vous êtes même en stage, de comprendre est-ce qu'il y a des correspondants, est-ce qu'il y a un besoin. Il vaut mieux partir avec une toute petite carte de visite d'un média qui vous dira oui, une fois que tu es sur place, appelle-nous. Et construire ça au fur et à mesure et voir les deux autres axes de ce projet, vraiment la question financière, c'est-à-dire de quelles économies vous disposez, combien vous coûterait 3 mois sans avoir encore de ressources et de salaire, parce qu'on est payé souvent 1 mois après, voire 1 mois et demi. Donc, combien de temps vous pouvez tenir, ça nécessite des économies, combien coûte un loyer, un téléphone, combien coûte votre assurance santé. Donc ça fait partie du projet de départ. Et de voir qui est sur place, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, voilà. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est une mauvaise idée. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens et qui sont là depuis longtemps qu'on peut pas leur demander. Moi, ça m'arrive d'être sollicitée, on me demande mais comment t'as fait, etc. Alors après, chaque parcours est différent, mais c'est vrai que c'est jamais une mauvaise idée, en tout cas, de préparer un projet de correspondance. Après, il y a une grosse prise de risque, ça c'est sûr. Nous sommes presque à la fin de cette formation, mais il y a tellement de questions, nous allons juste prendre quelques-unes et terminer. Alors, voilà, quels sont les médias ou quels médias faut-il privilégier lorsqu'on débute comme correspondant? Ça, c'est la première question. Quels médias faut-il privilégier? Oui. La deuxième, comment être pris au sérieux par les médias quand on part très jeune, 22 ans? Même si l'on est sorti d'une école de journalisme et que l'on connaît la région et les langues locales, cela paraît parfois compliqué. Ok. Je vais répondre à la seconde question. Comment être pris au sérieux? C'est vraiment les bases du métier. Enquêter, observer, éditer, traduire, redemander si on n'a pas compris, etc. Moi, je pense que le regard de quelqu'un de jeune, de naïf et d'inexpérimenté, s'il est sérieux, qui travaille et qui pose des questions et qui demande, même avec un carnet d'adresses absolument inexistant, on commence de quelque part. Et même les gens qui sont établis depuis 20 ans ont commencé par avoir 22 ans. Donc vraiment, la base. On ne sait pas, on demande. Journaliste, parfois on ne sait rien, et souvent on ne sait rien, mais on sait à qui demander. Donc si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous demandez, vous travaillez, vous vous informez, vous lisez. Si vous avez peur de dire une bêtise, vous révisez, vous redemandez. Si vous avez la chance de rencontrer un mentor, et ça a été ma chance, je la salue, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, et qui accepte de relire vos papiers, de vous former,
de temps en temps de vous passer un savon pour vous dire que vraiment vous faites n'importe quoi et que vous devriez proposer d'autres sujets. Ça, c'est très important. C'est très rare aussi, mais ça permet de faire de vraiment réaliser un bon professionnel et de sérieux, de pouvoir suivre quelqu'un en reportage et de faire la même chose tout en faisant pas la même chose. Mais voilà, si vous arrivez à trouver un mentor ou un confrère ou consoeur de reportage, c'est important. Non, évidemment, être jeune, on a plein de handicaps parce qu'on est inexpérimenté, voilà. Mais vous avez aussi la liberté de peut-être ne pas avoir de charge de famille, peut-être de pouvoir partir loin et longtemps, peut-être, enfin voilà, il faut travailler et beaucoup. Mais voilà, en tout cas, être jeune n'est absolument pas un handicap. Et pour quels médias travailler? Alors, selon les pays desquels vous venez, il y a peut-être des questions politiques. On ne peut pas tous travailler pour les médias. Voilà. En général, on se reconnaît dans les médias qu'on a écoutés, qu'on a lus, qu'on aime et qu'on suit, mais on ne peut pas tous travailler pour les journaux auxquels on est abonné. Ce qui fait, moi, vraiment la différence, je trouve que c'est la qualité de la relation avec le rédacteur en chef. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui valorise votre travail, qui écoute vos propositions, qui vous répond, qui vous corrige et qui a un intérêt pour ce que vous écrivez, c'est plus important que le nombre de lecteurs, je trouve. Après, c'est sûr que si on vous confie une correspondance avec beaucoup plus de lecteurs, c'est important. Mais si vous êtes maltraité et qu'on ne répond pas à vos propositions ou que la tendance politique du journal ne vous correspond pas, ce ne sera pas une relation professionnelle très, très riche. Madame Marie, nous avons tellement de questions. On prend encore une? Oui, bien sûr. D'accord. J'ai été correspondant à plusieurs organes. En 2018, une offre en CDI s'est présentée et j'ai sauté dessus. Mais aujourd'hui, l'organe a fermé en août dernier. Et quand j'ai voulu renouer des contacts avec les anciens organes, aucune réponse. Que faire? Vous pouvez juste me donner un exemple de pays dont on parle ou sans citer le support? Le participant ou la participante qui a posé la question n'a pas précisé. Okay. Alors, l'une des qualités personnelles les plus importantes pour un journaliste et surtout pour un correspondant à l'étranger, c'est la fiabilité. Donc, si vous avez un problème, et ça nous arrive à tous, le dire. Vous ne pouvez pas disparaître dans la nature. Ça, ce n'est pas possible. Parce que, alors, je ne dis pas que c'est ce que la personne qui pose la question a fait, mais c'est vrai que ça peut arriver de ne pas pouvoir rendre un travail comme on s'y était engagé. Ça peut arriver un mois avant un grand événement, dire à un employeur que finalement, on a été embauché par un autre média avec un salaire fixe et sûr à la clé. Évidemment, on ne va pas vous féliciter. Mais je pense que la première condition, voilà, c'est de dire la vérité, parce que de toute façon, on le saura, enfin voilà, de la fiabilité et de savoir que oui, un emploi, un CDI peut aussi un jour donner lieu à un licenciement, tout comme une pige. Donc vraiment essayer de... C'est pour ça que je vous parle des relations humaines. Un chef peut tout à fait comprendre que vous ayez un problème de santé, que vous ayez un problème de santé grave, pas grave, mais qui vous empêche de rendre un papier à l'heure. Ça peut arriver à tout le monde. Vous serez payé, pas payé, le papier sera reporté, etc. Mais vraiment de le dire, de donner les raisons et de cultiver cette relation de confiance. Parce que la personne peut changer de média, elle peut ne plus être chef, elle peut prendre sa retraite, mais votre réputation, voilà, on n'a pas encore employé ce mot, mais c'est vraiment ce que personne ne pourra vous enlever. Si vous êtes quelqu'un de fiable, on fait tous des erreurs, ça peut tous nous arriver. De changer de projet, même de changer de pays. Vous avez le droit de ne plus être correspondant. Mais la façon dont vous l'annoncez, la façon dont vous ne laissez pas les rédacteurs en chef sans remplaçant, c'est très important. Après, je ne connais pas les détails hein, du changement de la vie de correspondant au CDI et de la volonté de revenir à la correspondance. Mais ça arrive souvent et j'en ai moi aussi pâti. Ça peut arriver que quelqu'un ne vive pas du tout bien le fait que vous changiez de média ou que vous abandonniez ou passiez. Enfin voilà, ça fait partie malheureusement du risque de notre métier aussi. Voilà une journaliste reporter d'image qui vous demande un dernier conseil. Quel conseil au niveau des assurances, à la fois pour le matériel? Je suis journaliste reporter d'image et rédactrice, donc équipée d'une caméra.
et pour soi-même dans une zone instable comme le Karabakh au Caucase? D'accord. Alors ça, c'est des questions, il faut vraiment bien regarder les polices d'assurance, par exemple, de vos cartes bleues. En général, quand vous êtes correspondant à l'étranger, vous n'êtes pas résident dans le pays dont vous avez la carte bleue, donc ces petites lignes, en fait, ne valent pas. Donc ça, il faut vraiment regarder, parce que vous n'êtes pas en voyage, vous n'êtes pas en déplacement. Donc en général, ça ne vaut pas. Moi, par exemple, j'ai assuré mon matériel dans l'assurance de mon appartement. Et si je suis en reportage et qu'il est volé ou abîmé, je ferai une déclaration de perte, etc. Donc ça, il faut vraiment, c'est pas très drôle, mais il faut prendre une après-midi et regarder les polices d'assurance que vous avez, parfois celles que vous payez pour rien, hein, on économise de l'argent aussi, de voir combien vaut votre matériel et si ça vaut pas le coup de payer une assurance, d'avoir ça inclus dans vos frais et dans vos économies. Si une caméra, je vous dis n'importe quoi, coûte 500 € et que l'assurance vous coûte 30 € par mois et que vous vous dites que, voilà, ça c'est une philosophie de vie. Hein. Est-ce que vous préférez assurer et payer plus, mais avoir la tranquillité en cas de perte? Mais voilà, avoir ça dans vos coûts. Il faut que vous ayez toujours de quoi racheter une caméra au cas où. Voilà, c'est ça l'équilibre. Mais les assurances, on les paye toujours pour rien jusqu'au jour où on est content de les avoir. Hein. Le flot des questions qui nous parviennent montre l'intérêt et l'importance que revêt cette thématique pour la plupart des confrères. Nous vous remercions. La formation est prévue pour 1 heure. Nous avons excédé de 10 minutes l'heure prévue. Nous remercions beaucoup Madame Marie Nodacher pour avoir partagé ses connaissances, ses expériences avec les confrères francophones du monde entier, puisque vous êtes de divers horizons et de plusieurs pays. Elle a partagé, il y a un participant qui voudrait avoir votre adresse email qui a été partagée. Ouais. Je demande si on peut si vous pouvez peut-être voilà, la mettre dans la boîte de discussion. Et je rappelle aussi à ceux et celles qui ont suivi cette formation que nous avons besoin de savoir si elle a comblé vos attentes, si vous avez été satisfait et si peut-être vous avez des recommandations à nous faire. C'est la raison pour laquelle nous avons partagé le lien d'un petit formulaire que nous vous demandons de remplir. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour nous permettre de savoir quoi vous proposer pour les prochaines séances et pour les prochaines sessions, puisque l'objectif, c'est de répondre aux attentes des confrères, leur fournir ce dont ils ont besoin, surtout en cette période de crise sanitaire où le métier de journalisme, le travail des journalistes a été bouleversé par la pandémie du Covid-19. Merci encore, Madame Marie, pour cette séance qui a été fantastique et superbe. Il y a plusieurs questions. Je vois en bas de mon écran ici encore cette question et les questions qui continuent d'arriver. Je pense qu'elle est disponible et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours contacter Marie pour continuer à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Merci à tout un chacun et je rappelle que le jeudi prochain, nous aurons non plus une formation, mais un webinaire sur le thème comment utiliser l'intelligence artificielle pour couvrir le COVID-19, comment se servir de l'intelligence artificielle pour dénicher un bon sujet ou un bon nombre d'articles. Merci à tous. Je ne sais pas si Marie a encore quelque chose à ajouter avant que nous ne terminions cette formation. Je vous remercie tous pour votre intérêt, pour vos nombreuses questions et puis à très bientôt et merci aussi de l'opportunité. À très bientôt et je dis au revoir. Mais avant de partir, si vous n'êtes pas encore membre du forum de reportage, faites-le. Invitez vos amis, partagez le lien avec votre communautaire afin que nous puissions faire grandir ensemble ce réseau, hein, ce vaste réseau mondial de journalistes francophones où nous pouvons tous ensemble partager des opportunités et discuter de l'avenir de notre profession. Merci. Au revoir.